Aujourd'hui, on parle de la fin du statut RNH. Je rappelle brièvement que le statut RNH était ouvert à tous ceux qui souhaitaient résider au Portugal au moins 180 jours par an, qui n'avaient pas été résidents fiscaux portugais au cours des années précédentes. Et avec un avantage majeur, c'est la non-imposition sur les revenus de sources étrangères, et puis une imposition plafonnée à 20% sur les revenus de sources portugaises selon certaines conditions à remplir. Donc, il a été indiqué au mois d'octobre, au mois de même septembre dernier, la fin prévisible du régime, de ce régime, d'où une accumulation de demandes vis-à-vis des administrations fiscales portugaises, sauf qu'il faut savoir que partir au Portugal nécessite, comme tout pays, de respecter un certain nombre de, on va dire, un certain formalisme administratif qui est un peu compliqué, du coup, à réunir avant plusieurs semaines. Alors, juste pour vous faire un peu de détails, vous donner quelques détails, l'idée c'est lequel? C'est lorsqu'on veut devenir résident fiscal d'un pays, alors le Portugal, mais n'importe quel autre, ou même quand on revient en France, on va aller demander un numéro d'identification fiscale. Donc ça va mettre déjà quelques jours, voire semaines. Et puis, une fois que vous avez fait ça, il va falloir obtenir auprès de votre mairie ce qu'on appelle le CRU. C'est une sorte de d'autorisation de résidence donnée par la municipalité qui, complétée au numéro d'identification fiscale, va vous permettre de déposer une demande RNH. Et du coup, on est arrivé sur une problématique au mois de novembre, c'est que beaucoup de personnes qui souhaitaient encore partir se sont rendues compte que les conditions à réunir pour rentrer dans un régime RNH avant le 31 décembre étaient très compliquées. Du coup, on a une disposition qui a été prévue de prolongation jusqu'à fin 2024 de ce régime. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est une fausse prolongation parce que les conditions sont telles qu'elles sont difficiles à être réunies. Et donc, qu'est-ce qui a été décidé? À partir du moment où vous présentez certaines dispositions ou certains éléments, vous pouvez déposer votre régime, votre demande, et donc postuler au statut RNH jusqu'au 31 décembre 2024. Alors, vous allez voir que les conditions sont tous calées sur la date du 10 octobre, parce que c'est vraiment au 10 octobre 2023 qu'a été annoncée la fin du régime RNH. Donc, alors, la première chose, si vous avez un contrat de bail ou si vous avez un autre accord qui vous permet l'usage d'un bien immobilier situé au Portugal et signé avant le 10 octobre, avec ce document, vous pourrez déposer votre régime, votre demande de régime jusqu'au 31 décembre 2024. Il peut aussi s'agir d'un contrat de réservation ou d'un contrat pour l'acquisition d'un bien immobilier au Portugal signé avant le 10 octobre. Ça concerne aussi les personnes qui sont inscrites dans un établissement d'enseignement portugais avant le 10 octobre. Et puis après, on va revenir aux autres conditions qui sont plus liées au 10 octobre. Soit vous avez un permis, un visa de séjour ou un permis de séjour valable jusqu'au 31 décembre 2023. Soit vous avez entamé jusqu'au 31 décembre 2023 l'octroi d'un visa de séjour. Et enfin, si vous avez une promesse de contrat de travail ou de détachement signé avant le 31 décembre 2024. Bon, autant dire que c'est vraiment des personnes qui étaient dans l'organisation de leur départ et dont la date et l'information sur le régime RNH peut avoir causé un vrai sujet
Donc, c'est une fausse prolongation. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer au Portugal? À partir du moment où ce régime ne pourra plus être utilisé, ce sera que pour l'avenir. Donc, vous êtes parti en bénéficiant du régime RNH en 2021. Votre régime se terminera en 2031. Vous déposez aujourd'hui une demande selon les conditions que l'on a vues tout à l'heure en 2023 ou même en 2024, ben, ça se terminera en 2033 ou 2034. Par contre, vous arrivez au Portugal sans avoir, sans pouvoir remplir les conditions propres à la prorogation du régime. Par exemple, vous arrivez au début de 2024, ben, là, vous deviendrez un résident fiscal portugais lambda. Ça veut dire que vous serez imposé sur les revenus de source étrangère et vous aurez une imposition plutôt élevée au Portugal, puisque l'impôt sur le revenu est beaucoup plus élevé au Portugal qu'en France. Donc, voilà sur les éléments liés à la prolongation de ce régime. La prolongation, d'abord, la fin du régime est établie. Il y a une prolongation dans certains cas qui, pour autant, ne vont pas, sont plutôt difficiles, des conditions difficiles à réunir. Et à partir du moment où vous bénéficiez de ce régime pendant 10 ans et que vous l'avez fait dans le cadre avant le 31 décembre 2023, vous irez au bout des 10 ans en bénéficiant de ce régime dérogatoire parce qu'on ne revient pas sur un avantage fiscal qui a été acquis depuis des semaines, mais aussi quelquefois des années. Donc voilà les éléments de compréhension. Peut-être je vais te laisser la parole pour peut-être regarder un peu plus en détail certains points et puis je la reprendrai en fonction des éléments. Parce que là, je voulais vraiment être sur le cadre du régime RNH, comment il est prolongé et comment il s'arrête. Ok. Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Olivier Rabian, je suis conseiller en gestion de patrimoine basé à Paris et j'accompagne un certain nombre de mes clients dans des projets d'expatriation au Portugal. Effectivement, moi ce que je souhaitais aborder plus particulièrement comme point, c'est les adaptations à réaliser dans son patrimoine en vue d'une expatriation. Et aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est zoomer vraiment sur l'aspect gestion des actifs financiers que vous pouvez avoir, sur l'aspect gestion de vos liquidités. Parce que comme on l'a dit, le régime RNH, pour ceux qui en bénéficient, il est à durée limitée. Après 10 ans, on retombe dans un régime de droit commun avec une fiscalité portugaise qui est assez lourde. Et puis, à partir de maintenant, on n'est pas sûr de pouvoir en bénéficier. Je voulais particulièrement vous parler du contrat d'assurance vie, en fait, qui pour moi est une enveloppe de placement vraiment avantageuse à considérer dans le cas d'une expatriation pour différentes raisons. Alors, il y a tout un tas d'autres questions qui peuvent se poser quand on s'expatrie. Notamment, la première, souvent, c'est qu'est-ce qu'on fait de son patrimoine immobilier? Est-ce qu'on conserve une résidence, est-ce qu'on conserve une résidence, un pied-à-terre? Est-ce qu'on conserve son immobilier locatif? Donc là, il faut regarder ça par rapport à plusieurs aspects. D'abord, s'assurer de bien être résident fiscal de l'endroit où on veut. Et donc, la détention de l'immobilier peut avoir un impact là-dessus. Et ensuite, pour moi, c'est simplement la rentabilité après fiscalité des biens locatifs qu'on peut avoir, regarder si c'est intéressant de conserver ces biens pour avoir des revenus complémentaires ou si on peut faire d'autres, si on peut les céder pour récupérer du cash et faire d'autres formes de placement qui pourraient générer des revenus complémentaires à ça. Donc là, je vais vraiment zoomer sur l'aspect placement des avoirs financiers. Et donc, je vais vous rappeler ce que c'est. Et l'assurance vie, en fait, ça va être une solution qui va vous permettre de bénéficier durablement d'une fiscalité favorable sur les revenus que vous allez dégager de ce contrat, que vous soyez RNH ou non, en fait. Donc, l'assurance vie, pour rappel, c'est quelque chose que les Français ont beaucoup, mais qui existe dans de nombreux pays. C'est simplement une enveloppe de placement
Donc c'est comme, enfin ça pourrait être comme un livret, comme un compte titre, c'est une enveloppe spécifique avec des règles spécifiques. Mais l'idée, c'est que l'argent qu'on place sur un contrat d'assurance vie, il n'est pas bloqué, il est disponible quand on veut. Donc on peut, quand on veut, faire des retraits, faire des versements sans contrainte. Sur un contrat qualitatif, il n'y a pas de frais, il n'y a pas de coût par rapport au fait de placer ou de retirer de l'argent. C'est une enveloppe sur laquelle vous allez être investi sur différents placements financiers en fonction d'un profil de risque et il va y avoir aucune fiscalité sur les gains tant que la somme reste dans l'enveloppe assurance vie. Donc, si on fait des plus-values dans l'assurance vie, qu'on ne fait pas de retrait pendant 5 6 ans, il n'y a aucune fiscalité. Et donc, ça permet d'avoir ce qu'on appelle un effet capitalisation, c'est-à-dire plutôt que tous les ans d'avoir un capital qui va être amputé d'un impôt sur les intérêts ou sur les plus-values, vous pouvez capitaliser dans le temps sur la plus-value que vous avez qui n'a pas été fiscalisée. Donc ça, c'est le premier aspect. Ensuite, à quel moment il y a de l'impôt du coup? Eh bien, il y a de l'impôt quand on fait un retrait. Et quand on fait un retrait, on va être imposé simplement sur les gains. Donc, si on verse 500 000 euros et qu'on retire 500 000 euros, il y a aucun impôt, il n'y a aucun frais. Par contre, si on verse 500 000 euros, que ça devient 600 000 euros et que je retire toute la somme, je vais être imposé simplement sur ma plus-value. Et cette plus-value, l'imposition qui s'applique, elle va être dégressive avec le temps et elle devient très intéressante après 8 ans, notamment au Portugal. Parce qu'au Portugal, donc quand on fait un retrait sur son assurance vie, qu'on a un gain, de base, on est imposé à 28% sur ces gains, ce qui correspond en fait à l'impôt classique sur les plus-values sur les intérêts. Mais si votre contrat d'assurance vie a plus de 8 ans et que les sommes qui y sont placées ont été majoritairement investies en début de période, alors là, vous bénéficiez d'un taux d'imposition de 11% sur les retraits que vous faites. Encore une fois, que vous soyez RNH ou non. Et donc ça, c'est quand même un taux d'imposition imbattable et beaucoup plus faible que l'impôt sur la flat tax portugais, entre guillemets, de 28% que vous pourriez avoir. Donc, donc on peut utiliser un contrat d'assurance vie pour placer un capital capitaliser et faire des retraits réguliers dessus finalement pour se générer un revenu complémentaire, et un revenu complémentaire qui va être faiblement fiscalisé, non pas à cause d'un régime spécifique, mais par les caractéristiques intrinsèques de l'enveloppe assurance vie. Alors, quand on s'expatrie, et de manière générale pour des montants assez importants, pour moi, c'est important de privilégier un contrat d'assurance vie de droit luxembourgeois, un contrat luxembourgeois plutôt qu'un contrat français, pour différentes raisons qui sont tout aussi importantes les unes que les autres. La première qu'on met le plus en avant, c'est la sécurité du contrat, la sécurité des avoirs que vous déposez. Donc, au Luxembourg, c'est la place financière la plus sûre d'Europe. Le Luxembourg, c'est le pays le mieux noté. C'est un pays qui est, en termes de taux d'endettement, le Luxembourg est noté AAA, là où la France et l'Allemagne sont notés AA. Donc, il y a un niveau de sécurité supérieur par rapport à l'endettement de l'État. Et ils ont mis en place ce qu'on appelle un triptyque de sécurité qui est assuré, en fait, quand vous placez votre argent sur une assurance vie au Luxembourg, votre argent, il n'est pas placé chez l'assureur, il est placé dans une banque dépositaire. Donc, il est placé sur un compte qui est différencié de l'assureur. Ce qui fait que si l'assureur fait faillite, votre argent n'est pas en péril et il est protégé là où il est. Il n'y a pas de risque lié à la faillite de l'assureur. Même si la banque venait, où l'argent est déposé venait à faire faillite, il y a un système de ségrégation des comptes qui fait que l'argent n'est pas vraiment non plus dans les comptes, dans les bilans financiers de la banque. Donc, par rapport à un risque de crise systémique, un scénario de crise systémique, si on y croit, si on a peur de ça, le Luxembourg offre une vraie sécurité sur les avoirs par rapport à la France, où quand vous ouvrez un contrat d'assurance vie français, l'argent que vous placez est dans les comptes de l'assureur, ce qui fait que si l'assureur fait faillite, vous perdez votre argent d'une part. Et d'autre part, en France, il y a une loi qui s'appelle la loi Sapin 2 qui a été prise pour anticiper justement des crises systémiques qui entraîneraient des retraits massifs sur les contrats d'assurance vie. Et cette loi fait que dans certaines circonstances, l'État peut vous empêcher de retirer votre argent pendant un certain temps, 1 an, 2 ans, ça peut se prolonger. Et si vous avez votre argent placé au Luxembourg, vous êtes à l'abri de cette loi-là. Donc voilà, le premier point important, c'est la sécurité.
Le deuxième point important, c'est l'effet neutralité fiscale. Donc, il n'y a pas de fiscalité. Quand on a un contrat français, d'une manière ou d'une autre, on peut être attrapé par la fiscalité française. Quand on a un contrat luxembourgeois, la fiscalité qui s'applique, c'est vraiment la fiscalité du lieu où on réside. Donc, si vous êtes résident fiscal portugais et que vous faites des retraits depuis le Portugal, c'est la fiscalité portugaise qui s'applique. Le jour où vous revenez en France, c'est la fiscalité française. Si vous partez habiter en Italie, c'est la fiscalité italienne. Il n'y a pas de fiscalité définie par rapport à l'enveloppe du contrat. Il y a une fiscalité qui s'applique en fonction du lieu où vous êtes. L'autre point, et là c'est plus par rapport à la France, c'est que si vous gardez, vous partez au Portugal. Souvent, quand on part au Portugal, on est attiré par le fait qu'il n'y ait pas de droit de succession ou très peu au Portugal. Or, c'est pas parce que vous êtes au Portugal et qu'il n'y a pas de droit de succession au Portugal que vos héritiers ne vont pas payer d'impôt sur les successions. Par exemple, si vous êtes au Portugal mais que vos enfants habitent en France au moment de votre décès, qui reçoivent votre patrimoine, bah, l'ensemble de votre patrimoine hérité par vos ayants droit en France vont être imposés à l'impôt sur les successions en France. Et l'assurance vie offre un certain nombre d'avantages sur les droits de succession. Donc d'abord, il y a un abattement, une exonération de 152 500 euros par personne en plus des abattements qu'il peut y avoir classiquement. Et ensuite, au-delà de ça, il y a un taux d'imposition sur la transmission qui est beaucoup plus faible que le barème progressif jusqu'à des sommes importantes. En gros, c'est plafonné à une vingtaine de pourcents jusqu'à 900 000 euros et puis une trentaine de pourcents au-delà, là où sur le barème progressif, on est un peu plus fort. Donc, des avantages en matière de transmission euh, pour prendre en compte l'aléa qu'il peut y avoir du lieu de résidence de vos héritiers au moment de leur décès. Et enfin, en termes de gestion financière, et c'est presque le plus important, c'est vraiment une enveloppe qui est géniale parce qu'on peut faire ce qu'on veut en termes de placement à l'intérieur de cette enveloppe. On peut investir sur des placements plutôt sécurisés comme des obligations, des titres de trésorerie d'État. On peut investir en actions en ayant des titres vifs. On peut faire du private equity en ayant accès à des fonds vraiment qualitatifs sans limitation. Il n'y a pas, en France, quand on a un contrat d'assurance vie, on est lié aux supports d'investissement qui sont proposés au sein du contrat. Au Luxembourg, on peut vraiment demander ce qu'on veut. On peut avoir accès à des fonds alternatifs. Donc, on peut faire une allocation qui est vraiment sur mesure en allant chercher des supports d'investissement financier qui sont gérés par les meilleurs dans chaque domaine auquel on souhaite s'intéresser. Donc, ça peut être des banques privées de renom comme Lazard, Edmond de Rothschild, JP Morgan. Ça peut être des sociétés de gestion indépendantes un peu moins connues, mais qui ont vraiment une expertise dans un domaine donné. Et donc, ça permet d'avoir une gestion sur mesure et performante, adaptée à son profil. Donc, concrètement, moi, la valeur ajoutée que je vais avoir là-dessus, c'est de vous orienter vers une allocation qui correspond aux objectifs que vous pouvez avoir de développement de votre capital, de générer un revenu complémentaire donné pour compléter votre retraite, en fonction de vos horizons de placement, de votre tolérance au risque, d'une perte maximale que vous pouvez avoir. Et l'idée, c'est de faire vraiment du sur-mesure par rapport à ça. Donc voilà, pour conclure sur ça, l'assurance vie en termes de placement financier, ça permet de continuer de bénéficier d'une fiscalité favorable hors régime RNH, donc soit à l'échéance, soit quand on ne peut pas en bénéficier. Et ça permet de préserver un certain nombre d'avantages pour ses héritiers s'ils sont situés en France au moment de votre décès. Donc voilà moi ce que je souhaitais dire aujourd'hui. Donc, s'il y a des questions sur les deux parties, bah, je pense que et Georges et moi, on sera ravis d'y répondre. Peut-être que Georges, tu souhaites rajouter quelque chose. Alors, non, 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 parce que c'était complet sur tous ces sujets de placement qu'on retrouve d'ailleurs sur différentes autres destinations, hein, parce que la surprise quand même du Portugal qui met fin à son régime, c'est que il y a d'autres pays qui deviennent un peu plus agressifs et pour venir chercher la manne de ceux qui souhaiteraient quitter, on va dire principalement le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, parce que c'est généralement les trois pays très contributeurs pour des régimes fiscaux de faveur. Alors, je vous donne quand même des destinations qui aujourd'hui sont à des niveaux différents intéressants. Il y a l'Italie, la Grèce, et puis hors Union, on a quand même le Maroc qui se positionne.
sur les pays à fiscalité, on va dire, plus intéressante que les pays, on va dire, du groupe OCDE.